c'est pourquoi est-ce que, quand on parle de la Révolution, automatiquement, on sort Robespierre. On oublie Barère, on oublie Carnot, on oublie même Saint-Just, et c'est toujours Robespierre qui est, je cite, mais ça vous l'avez entendu tout le temps, le président de la Convention. Il a été président comme beaucoup d'autres, c'était une présidence tournante. Il a été, je cite, c'était le titre d'une émission de télé il y a 2 ou 3 ans, le bourreau de la Vendée, comme s'il était responsable, lui, des guerres de Vendée, ce qui n'était pas vrai non plus, ni pour lui ni pour moi. Donc on a bien affaire là à quelque chose qui est une cristallisation, et le livre que j'ai écrit, c'est ça. Pourquoi est-ce que tout a été cristallisé autour de Robespierre? Et je suis parti de l'idée de le chercher parmi les autres, mais pas tout seul. En partant aussi du principe que régulièrement, quand on étudie Robespierre, on l'étudie seul, on dit qu'il est différent des autres parce qu'il est orphelin, parce qu'il a fait des études de petit pauvre à Louis le Grand, dans un milieu qui lui était hostile, parce que quand il est revenu ici à Arras, il a eu des difficultés, il s'est opposé au milieu arageois, etc., etc. Et il m'a semblé nécessaire de mettre ça en question pour me rendre compte que c'était pas vrai, bien sûr, que des orphelins, il y en a tellement, tellement à l'époque, pour prendre cet exemple-là, que Robespierre n'est pas différent de, grosso modo, un enfant sur 4 ou 5 dont un des parents meurt à ce moment-là, que parmi les gens qui sont envoyés à Louis le Grand dans les grands collèges parisiens, il y en a plein de petits provinciaux qui lui ressemblent, qui sont pas différents de lui, ni pour son origine, ni pour son soutien, ni pour ses difficultés de vie, qu'il n'est pas si malheureux que ça non plus. Et puis que quand il est ici, bon an, mal an quand même, il n'est pas réprouvé, même s'il a des difficultés avec les vrais notables, les Briot de Beaumais, mais il n'a pas de difficultés plus que d'autres. Il est aussi parmi les autres, parmi tous ces avocats combatifs, qui à ce moment-là, précisément, mais c'est Brissot, c'est Barère, c'est tous ces jeunes gens qui veulent en découdre et qui sont en train finalement de préparer ce qui va être la révolution. Donc c'est ça. Comment est-ce que... Alors je le dis là aussi sans... Comment dire? Il n'y a pas de jugement. Comment un homme ordinaire, comment un jeune homme, comme beaucoup d'autres, va prendre sa place dans la révolution. Et puis surtout, la question qui est toujours la même et qui est derrière le livre, c'est pourquoi lui et lui seul devient ce personnage exceptionnel, et puis au final, pourquoi est-ce qu'on le transforme en monstre? Bon. Alors, quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est la fabrication du monstre, c'est bien le titre que je donne. Le monstre, en revanche, je n'invente pas. C'est pas moi qui qualifie Robespierre de monstre, parce que c'est un mois exactement après son exécution qu'il est qualifié de monstre. C'est un mois après qu'on dit que Robespierre est un monstre. Donc c'est pas une invention d'historien, c'est au contraire là quelque chose qui est immédiat, ou un mois, enfin c'est un mois, c'est quand même pas, c'est pas très long. On l'a accusé d'être un contre-révolutionnaire, c'est comme ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est exécuté, un tyran, un contre-révolutionnaire, mais surtout un mois après sa mort, il est devenu le monstre. Et encore aujourd'hui, il reste ce monstre. Et il me semble que c'est ça. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite les raisons que je donne, parce autrement il n'y aura pas de suspense et puis on finit tout de suite, on a toute la nuit à passer là. Mais c'est bien ça qu'il est nécessaire de comprendre. Qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on parle de lui comme étant un monstre? Vous noterez que même Marat, qui est qualifié régulièrement de monstre alors qu'il est encore vivant, n'est pas resté avec cette force-là dans nos mémoires. On ne prend pas aujourd'hui Marat comme le révolutionnaire monstrueux. Moi, je ne parle pas des autres, je ne parle pas des sans-culottes, qu'on pourrait aussi qualifier de monstre, comme quelqu'un comme Carrier, qui est, si j'ose dire, un monstre local dans l'ouest de la France,
mais pas un monstre national. Et il n'y a que dans cette catégorie-là que Robespierre qui l'ait été. Qui est effectivement, il me semblait nécessaire de retracer toute sa vie et de rentrer dans, pas tous les détails, parce que ce n'est pas possible, mais dans le plus grand nombre de détails importants de sa carrière politique. Et ça, c'est l'essentiel du livre, hein, c'est évident. Mais je vais revenir tout de suite. Mais le dernier chapitre, et j'y tenais beaucoup, c'est la période qui s'écoule entre son exécution et grosso modo le printemps 1795, c'est-à-dire 8 ou 9 mois après son exécution. Traditionnellement, quand on fait la biographie de quelqu'un, quand la personne meurt d'une façon ou d'une autre, on arrête le livre. Bon. Et c'est précisément ce que je n'ai pas voulu faire. Il me semblait absolument indispensable de dire que c'est après sa mort que Robespierre est vraiment baptisé comme monstre. Bon. Donc c'est pas, il ne faut pas chercher pour moi dans sa vie les raisons d'une monstruosité ou du fait qu'il ne serait pas un monstre. C'est pas ça. C'est pas sa vie qui permet de comprendre qu'il a été ou qu'il n'a pas été un monstre. C'est vraiment l'usage de son exécution qui transforme l'image qu'on en a. Et ce qui me semble encore plus important, et vraiment important, pas important pour les historiens, mais important pour tout le monde, c'est que ce qui s'est passé un mois après sa mort, c'est quelque chose qui a marqué nos mémoires, et pas seulement en France, mais dans le monde entier, qui fait que la fabrication du monstre, c'est vraiment l'image qui a été marquée d'une façon indélébile dans l'histoire du monde entier. Et on le voit, si vous voulez, on pourrait prendre de multiples exemples. 2 ou 3 ans après sa mort, à partir de 1797, il y a des gens qui réfléchissent sur la mort de Robespierre. Quelqu'un que vous connaissez, c'est Benjamin Constant, l'amant de Madame de Staël, et puis quand même un des penseurs libéraux, qui est le premier à faire un livre vraiment intitulé Sur la terreur, et Benjamin Constant dit « Je suis talieniste », c'est-à-dire qu'il suit ce que Talien, qui est un des thermidoriens qui a précipité Robespierre vers la guillotine, il suit Talien comme si Talien disait la vérité. Et quelque part, moi, il me semble qu'il faut bien comprendre que nous sommes tous talienistes. Nous marchons dans la combine. Le tour de passe-passe des thermidoriens, c'est encore de ça dont nous débattons aujourd'hui. Autrement, on ne se poserait pas la question. Pourquoi est-ce que Robespierre... Non, Robespierre est comme les autres. Robespierre a pris des responsabilités comme les autres, a pris des positions qui sont largement comme les autres, mais on a transformé tout ça et on a fait de Robespierre ce bouc émissaire pour changer l'image de la Révolution et pour qu'un certain nombre de gens, un groupe en définitive, gardent le pouvoir et rejettent sur Robespierre tout ce qui s'était passé auparavant et qui pouvait être contestable. Alors, quand je dis ça, c'est pas parce que je suis robespierriste. Je défends pas Robespierre. Et les choses doivent être dites simplement. Je suis dans l'association des études robespierristes, mais je ne me sens pas robespierriste. Il n'y a pas d'adoration de ma part. Il me semble en revanche absolument nécessaire de mettre les pendules exactement à l'heure d'une façon précise pour qu'on arrête de croire qu'il y a eu des excès, des atrocités imputables à Robespierre, et pour qu'on essaie de comprendre tout simplement rationnellement et d'une façon un peu sereine exactement ce qui s'est produit sans tomber dans les abominations dont nous sommes finalement tous victimes, parce que ça fait 200 ans qu'on nous rabâche toujours la même chose sur les tanneries de peau humaine, sur les guillotines à cette fenêtre, sur les ruisseaux de sang, etc. Non, c'est pas vrai. Bon. Donc voilà, si vous voulez brièvement résumer